Bonjour mes amis, voilà, nous avons un petit rendez-vous ce dimanche pour parler de Jérusalem, Al-Quds. Voilà, voilà, je regarde. Ah, Rachid, le premier, Malik, Jean-Yves Lebido, bonjour, Siab, salut, toujours fidèle, Abdelhamid Mourini, Nezha, ouais, salut, Mola, Abdelfid, Yassine, bonjour, Malik Boum, Delphine, Dom Dom, Feljin, Aïcha Roubi. Bon, ben, il commence à y avoir du monde. Donc, voilà, voilà. Feten, Aïcha, Yes, Vegas. Alors, Feljin, anagramme de Mehdi Ben Fredj. Mon compte a été bloqué à cause des sionistes. Eh oui. Justine, Kamel, Hussein, Taoufik, Othman, Badreddin, Farid Faridou. Voilà, voilà. Oui, Frangine. Donc, je disais. Ah, il y a quelqu'un de Meknès, Bilal. Ça va, le Ramadan? C'est pas trop dur? Bon. Donc, il s'est passé quelque chose de très important, mais il y a quelques jours. Voilà, hier, il devait y avoir un match colossal à Jérusalem, match de foot, entre l'équipe d'Argentine et l'équipe d'Israël. Et il a été annulé il y a quelques jours par l'Argentine. Donc, on va essayer de voir un peu les tenants et les aboutissants autour de cette affaire. Merci France, France. Voilà. Jérusalem a une grande signification, évidemment, pour l'État sioniste. Vous savez qu'il y a eu un plan de partage en 1947 qui partageait la Palestine, enfin plus ou moins en deux parties, pas égales, mais disons avec une grande partie pour la Palestine et un peu moins petite pour les Juifs, voilà. Et Jérusalem devait être une capitale, enfin une ville internationale. Je veux dire une ville qui ne soit pas enfin, dont la souveraineté n'était pas donnée ni aux Palestiniens ni aux Juifs. Et les Israéliens étaient en mauvaise posture sur le plan militaire. Bon, je ne vais pas vous raconter la guerre de 48, mais en fait, disons, il y avait un blocus, et ils avaient réussi à briser le blocus, etc. Bon. Et à agripper une petite partie de Jérusalem, la partie ouest. Et donc, bon, déjà, ils avaient mis pied sur la ville. Et en 1967, leur objectif a été atteint au-delà de toutes les espérances, c'est-à-dire ils ont conquis toute la partie de la Cisjordanie qui leur manquait et d'autres territoires encore. Alors, la première des choses qu'ils ont faites en arrivant, en prenant Jérusalem, ils ont lancé des appels aux musulmans qui habitaient dans les quartiers autour du mur et ils leur ont demandé d'évacuer le temps de parce qu'il devait y avoir une trêve, etc. Bon.
Et les Palestiniens, les Arabes, toujours aussi naïfs, toujours aussi, peut-être qu'aussi sous la force des armes, mais en tout cas, ils ont accepté de... Il y avait même des, comment dire, il y avait un quartier de juifs maghrébins qui a été évacué. Euh, j'ai oublié comment il s'appelait déjà. Et donc, voilà. Et ils ont fait place nette. Les bulldozers sont arrivés, ils ont commencé à déblayer le terrain autour du mur. Et en quelques semaines, ils avaient réussi à expulser manu militari une bonne partie des Palestiniens qui vivaient autour de Jérusalem-Est. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bon, il y a à peu près, on peut compter sur 200 000 colons juifs qui vivent à l'est de Jérusalem. Ces 200 000 colons, euh, ils étaient bien quelques, ils ont pris la place de Palestiniens quand même. C'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'était fini le slogan. Donc il y a eu à peu près, on estime qu'il y a eu dans les 300 000 Palestiniens qui ont été expulsés suite à la guerre de 67. Et là, a commencé le travail de sape des Israéliens pour consolider leur occupation de Jérusalem. Bon, d'abord, il y a eu les expulsions massives, et puis le harcèlement des populations arabes qui restaient. Et on estime environ, je crois qu'il y a 150 000 Arabes qui vivent autour de Jérusalem-Est. On leur a donné une carte d'identité, mais ils vivent sous comment dire, sous la menace du retrait de cette carte. Cette carte qui leur donne le droit de résider, qui leur donne le droit de travailler, de bénéficier des services sociaux, etc. Donc, ces Palestiniens vivent sous la terreur de voir cette carte leur être retirée. Et ça, si par exemple leur fils manifeste ou attaque, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Mais en tout cas, il y a cette menace, cette épée de Damoclès qui pèse constamment sur eux. Donc vous imaginez la fragilité de cette population qui vit dans cette terreur permanente. Et en même temps, le Vatican, qui avait beaucoup d'intérêt à Jérusalem-Est, des privilèges, des églises, etc., des terres, a commencé aussi le travail de sape des églises. Dernière en date, dernière manifestation de ce travail de sape, il y a quelques mois, le Parlement israélien a voté une loi pour imposer de façon brutale et massive les biens de l'Église, des diverses églises, parce qu'il y a des églises arméniennes, orthodoxes, etc. Et là, ils ont fait quelque chose d'intelligent, les autorités ecclésiastiques. Ils ont fermé le Saint-Sépulcre. Ok, vous nous obligez à payer une taxe, on n'a pas de quoi, c'est illégal, on ferme. Alors, vous imaginez les milliers de touristes chrétiens qui vont à Jérusalem pour voir le Saint-Sépulcre et on leur dit c'est fermé. Voilà un truc intelligent que je considère vraiment intelligent. Le bras de fer a duré 3 jours. Et là, le gouvernement israélien a compris que c'était très difficile parce que le tourisme chrétien est très important en Israël. J'ai un ami de parisien qui est parti, enfin je veux dire qui n'a rien à voir avec le conflit, mais qui voulait visiter les lieux saints. Et donc
le régime sioniste ne pouvait pas se permettre de bloquer ces dizaines de milliers ou centaines de milliers. Donc, il a dit, OK, la loi est suspendue. Mais ne vous en faites pas, le régime sioniste n'abandonne pas aussi facilement. À mon avis, ils vont essayer de trouver une autre formule. Mais enfin, disons, les églises ont fait reculer le régime sioniste. Il y a le grignotage. Par exemple, l'ancien quartier juif de la vieille ville a été récupéré par les sionistes. Et puis le grignotage des maisons, c'est-à-dire de temps en temps, on occupe une maison, on l'achète à prix d'or. On l'achète en accordant aux vendeurs les papiers pour aller aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Parce que ces Palestiniens qui vendent sont menacés de mort. Petit à petit, on grignote. Un exemple fameux, enfin le cynisme sioniste, il y avait un cimetière à l'est de Jérusalem, un cimetière musulman. Un vieux cimetière musulman. Alors, vous connaissez les Juifs, hein, quand on viole leur cimetière en France ou en Allemagne, c'est tout de suite les cris, etc. Eux, ils ont carrément saisi le cimetière, ils l'ont détruit. Alors, tenez-vous bien, pour construire un musée de la tolérance. Il faut vraiment être un sioniste pour imaginer des trucs aussi cyniques et aussi diaboliques. Donc, ils détruisent un cimetière musulman pour créer un musée de la tolérance. Voilà, les sionistes sont pour la tolérance, c'est magnifique, etc. Et puis, il y a l'obsession du troisième temple. Il y a récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'ambassadeur américain en Israël, qui est un colon, enfin, je veux dire, plus colon que lui, tu meurs. Et on lui a fait cadeau, enfin, je sais pas, on lui a présenté une photo de Jérusalem, dans le Quds, et il n'y avait pas la mosquée Al-Aqsa. À la place, il y avait le troisième temple. C'est un montage. Mais ça montre que, vous savez, le troisième, quand il y avait un temple, à l'époque, enfin, bon, il y a 2000 ans, mais il y avait des instruments, c'est-à-dire il y avait des outils, des instruments, etc. Bon, pour le travail du temple, pour les sacrifices, etc., etc. Et aujourd'hui, tous ces instruments ont été reconstitués. D'ailleurs, il y a un musée à Jérusalem où on peut les voir. Donc, tous ces instruments existent. On les a refaits selon les mesures de l'époque. Et on n'attend plus que le terrain pour construire le temple. Et le terrain se trouve où? À la place de la mosquée, Al-Aqsa. Et il y a eu une tentative en 1969. Je me souviens, j'étais en Israël, c'était mon premier voyage là-bas pour visiter ma famille. Et comme par hasard, il y a eu un début d'incendie dans cette mosquée. Alors on avait dit, c'était un juif australien. Alors on avait dit oui, c'était un illuminé, il est fou, etc. Ah bon, enfin c'est une tentative. Il y a aussi beaucoup de travaux archéologiques. Donc on creuse. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il suffit que ils doivent préparer le terrain en dessous. Et un jour, si jamais il y a des guerres, des mouvements, etc., Israël jugera le moment opportun, comme par hasard, il y a un éboulement. Ça peut arriver, hein, la main de Dieu. Vous connaissez l'expression la main de Dieu? C'était Maradona qui avait marqué avec sa main. Bon. Salut Johnny Dupont.
Donc, la main de Dieu pourrait faire tomber la mosquée et on dira, bon ben voilà, c'est un accident, etc. Les sionistes sont capables de tout, même s'ils sont athées, enfin, de moins en moins athées, mais ils ont l'esprit messianique. Et donc, il y a par exemple, il y a 1 an ou 2, vous savez, il y a eu des émeutes, enfin tout le temps des émeutes. Et Israël a tenté d'installer des portiques, soi-disant de sécurité, des portiques de surveillance. Donc, en fait, quand on suit l'actualité au jour le jour, Israël tente continuellement de mettre la main, ou en tout cas de resserrer son emprise sur le mont du Temple, la mosquée, etc. Donc, ces portiques, bon, là, la Jordanie a dit, le roi de Jordanie, c'est le rabbin d'Israël, mais il ne peut pas non plus, il faut qu'il fasse attention parce que il a une population très anti-israélienne. Alors il a gueulé, il a dit non, non, c'est pas possible, etc. Donc Israël lui a fait une fleur. Il lui a dit bien, on enlève les portiques. Donc en fait, il y a par exemple les vendredis, il y a des fidèles qui viennent, qui vont à la mosquée pour prier. Donc régulièrement, les Israéliens qui contrôlent les alentours, etc., disent seulement les hommes qui sont plus âgés de 50 ans, qui ont plus de 50 ans et plus. On a construit un tramway qui quadrille aussi Jérusalem-Est. Donc tout est fait pour, comment dire, consolider cette emprise. Ça ne dérange pas les Israéliens qui restent 150 000 Arabes ou 200 000. Je veux dire, après tout, s'ils ferment leur gueule, s'ils baissent la tête, c'est une main-d'œuvre pour Israël. Voilà, à partir du moment où c'est une main-d'œuvre docile, parce que cette main-d'œuvre, c'est qu'au moindre mouvement, on enlève les papiers de résidence à la famille, et puis on dit au monde, regardez, on a des Arabes, ils vivent correctement. Mais tout est fait pour que cette partie de Jérusalem soit toujours détachée de la Palestine, de l'autorité palestinienne, ou de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, un peu exagérément, la Palestine. Je vais vous donner 2 exemples. Le pauvre Yasser Arafat, enfin bon, je me suis dit, il avait cherché. Bon. En 1995, il avait cru qu'en signant, il avait obtenu le prix Nobel de la paix avec Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Il n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Et en 1995, il y avait un général un général pacifiste, très connu, Mati Peled. Il est mort en 1995 et il était très copain des Palestiniens. Et Yasser Arafat a supplié Rabin qu'il aille se recueillir. Il a dit non, pas question. Bon. Israël ferme régulièrement, enfin, il n'y a plus d'institution palestinienne à Jérusalem-Est, même une nation culturelle, etc. Il n'y a pas longtemps, il y avait un premier ministre. Enfin, il faut rigoler des titres que les Palestiniens se donnent. Je crois qu'il ne l'est plus, mais enfin, je vais vous dire ce qu'il faisait. Il travaillait à la Banque mondiale. Donc, c'est quelqu'un de très correct, de très obéissant, de costume cravate, enfin, l'arabe, comment dire, à qui on peut faire confiance, voilà. À qui l'Occident peut dire, voilà, c'est un bon arabe de service. Il a voulu inaugurer à Jérusalem-Est, enfin Jérusalem-Arabe, une école primaire. Voilà, on lui a dit, bon, évidemment, il a demandé l'autorisation
à son partenaire, pardon, à son maître sioniste, qui lui a dit il n'en est pas question. Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que pour les Israéliens, Jérusalem est sacré. Et donc, ça a une importance symbolique extraordinaire, d'autant plus si vous suivez un peu l'actualité. Jacques Attali avait déjà pronostiqué, et si ça continue comme ça, on va y arriver. Jacques Attali avait pronostiqué qu'il y aurait un gouvernement mondial. Lorsqu'il y aurait un gouvernement mondial, on est sur la bonne voie. Jérusalem sera la capitale de ce nouvel ordre mondial, capitale spirituelle, etc. Et tout est fait, c'est une obsession pour les Israéliens. Vous savez, quand on suit les actualités israéliennes, à chaque fois, enfin souvent, quand on dit Jérusalem, ils ajoutent la capitale éternelle et indivisible d'Israël. C'est-à-dire, bon, il est évident que aucun pays au monde ne dit de sa capitale que c'est une capitale éternelle. Il est certain que les sionistes savent que, bon, ils sont, comment dire, c'est pas sûr, c'est pas certain. De là, leur obsession a toujours matraqué leur présence à Jérusalem. Et donc, c'est avec un grand bonheur, par exemple, qu'ils avaient accueilli l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem-Est, donc la reconnaissance de leur totale souveraineté sur toute la ville de Jérusalem. Comment, bon, ça c'est, maintenant on est arrivé à un fait, vous savez, les Israéliens, c'est les faits accomplis. C'est-à-dire, on s'installe, comme dans le Golan, à Jérusalem, on prend des villes, on prend des terrains, et on crée des villes, on crée des routes, et on verra après. Donc, pour Jérusalem, c'est quasiment, je veux dire, il faut être, jamais les Israéliens ne renonceraient à un pouce de ce territoire. Alors, comment on peut lutter contre cette mainmise qui semble absolument irréversible? La guerre, bon, c'est pas la peine, il faut l'oublier. Le rapport de force est tel, et puis je vois aucun pays arabe qui puisse faire la guerre à Israël, donc est exclu. Il y avait eu en 1969, suite à cet incendie dont j'avais parlé, il y a eu un comité Al-Quds. Ah, le comité Al-Quds, quelle merveille. 50 pays arabo-musulmans qui en 69, il y avait à peine quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, même pas, de colons. Ils ont dit, évidemment, bon, je vais vous dire qui était le chef du comité Al-Quds. C'était le roi du Maroc, Hassan II. Bon, donc, bon, on ne pouvait pas trop compter sur lui pour s'opposer aux Israéliens et à leur mainmise sur Al-Quds. Les résolutions internationales, ça ne sert à rien avec Israël. Vous savez, j'ai reçu ce matin, je suis abonné à des newsletters comme ça, et il y a un site palestinien, enfin j'ai oublié son nom, enfin, bon. Et il y avait un article d'un avocat lyonnais qui vit à Lyon, et avec qui j'ai croisé un petit peu, enfin, on a eu un échange un peu, comment dire, pas violent, mais il y avait des accords, disons, voilà, lors d'une émission. Chacun
moi à Paris, lui à Lyon, etc. Parce que lui, il est très légaliste. C'est-à-dire, c'est quoi légaliste? Ça veut dire il croit dans le droit international. Donc, il mène un combat acharné pour amener Israël devant la CPI, la Cour pénale internationale. Enfin, moi je veux bien, c'est-à-dire pour moi c'est un combat, c'est pas qu'il faut pas le mener, il faut le mener. Mais, à mon avis, vu le rapport de force actuel et depuis 50 ans, il n'y a rien à attendre. Bon, d'abord, pour aller devant la CPI, il faut accepter la juridiction de la CPI. Or, Israël ne reconnaît pas. Bon. Maintenant, vous me direz, les Yougoslaves, les Serbes et certains blacks africains, je suis désolé du terme, et certains négros africains ont été amenés devant la CPI. Ça, c'est la politique. C'est-à-dire, la CPI, il faut bien qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent. Donc, on a les ennemis de l'Occident, les Serbes et les Blacks qui ne marchent pas droit, 3 ou 4. Bon. Donc, on les amène devant la CPI, il y a tout le rituel, les patati et patata, on fait semblant qu'il y a une justice internationale. Évidemment, ça ne peut pas marcher ni avec l'Amérique, ni avec la France, et encore moins avec Israël, c'est évident. Et je vais vous raconter une anecdote. Vous connaissez Christophe Oberlin, qui va à Gaza, qui fait un travail extraordinaire, c'est un chirurgien, etc. Il m'a raconté qu'il y a à peu près 3 ans, l'autorité palestinienne avait tenté d'ouvrir un dossier contre Israël devant la CPI. Et la CPI avait appelé l'autorité palestinienne pour lui dire, bon, ben écoutez, on va l'étudier, même si c'est pour du beurre, mais on va l'étudier. Et là, panique à l'autorité palestinienne, qui a envoyé le ministre, entre guillemets, des Affaires étrangères, dire à la CPI, surtout pas. Voilà. Parce que on va leur couper les vivres. Bon, il y a eu, par exemple, ce mercredi prochain, l'Assemblée générale des Nations unies va se réunir à la demande des Palestiniens et de quelques grandes gueules arabes, je sais pas moi, le Koweït, j'en sais rien, pour voter une résolution pour la protection des Palestiniens. Bon, cette résolution va passer, et alors? Voilà. Pourquoi ne pas faire quelque chose d'intelligent? Je ne sais pas. Vous me direz l'Assemblée générale, mais le Conseil de sécurité a voté plusieurs résolutions. En tout cas, je peux vous citer au moins 2 du Conseil de sécurité qui n'ont servi à rien. C'est pas à peine que je détaille, mais voilà. Donc, vous avez la Cour internationale de justice, qui est un tribunal, comme son nom l'indique. La Cour internationale de justice, dans un arrêt de 2005, a déclaré que le tracé du mur est illégal car il empiétait sur des territoires occupés. Bon, on en a parlé pendant quelques jours et puis après, voilà. Parce que de toute façon, la Cour internationale de justice, il faut que les pays reconnaissent son autorité. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas avec des résolutions qu'on peut lutter contre Israël. Le droit ne rime à rien. C'est-à-dire, on peut prendre n'importe quelle résolution, c'est un rapport de force. Et je vais vous donner la différence. La Russie a récupéré la Crimée, qui est, bon, je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus, mais ça a toujours été un territoire russe. Bon, il a été rattaché en 1954 par Khrouchtchev à l'Ukraine, il a été rattaché administrativement pour faire plaisir à l'Ukraine. Parce qu'à l'époque, personne n'imaginait que l'Ukraine allait devenir indépendante. La Russie l'a récupéré, a fait un référendum qui a eu 95% de oui en faveur du rattachement. Il y a des sanctions contre la Russie qui ont été votées. Voilà, juste
une annexion d'un territoire, etc. Et Israël, ça fait 50 ans qu'il a annexé, enfin, Jérusalem, il a annexé le Golan et continue à coloniser. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça fait 50 ans. L'Europe n'est même pas capable d'appliquer les résolutions qu'elle vote. C'est-à-dire, par exemple, étiqueter les produits qui viennent de Cisjordanie. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit pour Jérusalem, la plus grande obsession des sionistes, c'est leur légitimité. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que juridiquement, économiquement, etc., ne les fera pas bouger. Par contre, la légitimité, c'est-à-dire quelle est leur légitimité sur cette terre? Quelle est leur légitimité à Al-Quds? Et c'est là où le mouvement du boycott vient suppléer aux carences du droit et de la force. Le boycott, c'est dire, OK, regardez ce pays, il continue à coloniser, etc., etc. Il faut le boycotter. Et d'où le mouvement BDS, qui est assez récent, mais c'est vraiment intelligent parce que, en fait, c'est le talon d'Achille du régime sioniste. On ne discute plus des négociations, etc., du terme. Non. Voilà ce que vous faites, on va vous boycotter, c'est-à-dire on va chercher à vous empêcher des artistes d'aller chez vous, des équipes de football, etc., etc. Évidemment, regardez les réactions d'Israël et de ses alliés. Les réactions sont très dures. Quasiment en Europe. Alors, Hicham, je crois que c'est Hicham, hein, il m'écrit en hébreu. Oh, très bien. Hicham, salut. Qu'est-ce que je disais? Les réactions. La plupart des pays européens déjà déclarent que le boycott est illégal. Je ne vois pas pourquoi il serait illégal. On a fait un boycott contre l'Afrique du Sud quand il y avait l'apartheid. Et ça a marché. Mais contre Israël, ça ne marche pas. Aux États-Unis, la plupart des États fédérés ont adopté des lois anti-boycott, etc., etc. Mais ça n'empêche pas quand même, il y a des actions qui continuent, par exemple dans des supermarchés. Les Anglais font des choses extraordinaires. Ils vont dans un concert où il y a des Israéliens. Un concert, c'est une fois un silence absolu, mais une troupe de danse. Et quand le spectacle commence, ils font du bruit. Et là, voilà, le spectacle s'arrête parce que le temps de les faire sortir, etc. Quand on les fait sortir, on fait sortir 2 ou 3. Il y en a d'autres qui sont cachés, qui recommencent, et ainsi de suite. Quand il y a un conférencier, ils l'empêchent de parler. Et je vous assure que le boycott a un effet psychologique énorme sur les Israéliens. Vous savez, moi j'écoute presque tous les jours des bulletins d'information. Et quand il y a un chanteur ou un groupe qui va jouer en Israël et qui ne se soumet pas au boycott, c'est un cri de victoire à chaque fois. Tel est venu en Israël, il va chanter, il a résisté au boycott, etc. Pour eux, pour les Israéliens, il n'y a rien de pire que de se faire rejeter, de dire voilà, vous ne faites pas partie de notre communauté. Et donc, et c'est là où il faut vraiment faire l'effort. Et c'est là, c'est dans ce cadre-là que c'est très important ce qui vient de se passer. Et en plus, ça s'est passé à un moment, ce qui est extraordinaire, parce que franchement, il y a une semaine ou deux, avant cette affaire avec l'Argentine,
la position diplomatique d'Israël n'a jamais été aussi forte, aussi inébranlable. Moi, je suis fasciné, je dis, j'aurais pas cru il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, mais aujourd'hui, franchement, le monde est au pied d'Israël. Quand je dis le monde, pas les populations, pas les organisations, mais les États. Les États sont au pied d'Israël. Bon, l'Amérique, j'en parle pas. L'Europe, à part quelques mots de condoléances, comment dire, ou de satisfaction morale pour les Palestiniens. Vous savez, enfin, moi, chaque fois, j'ai envie d'éclater de rire. Quand Macron dit, bon, il reçoit Netanyahou avec la chaleur qu'il faut, etc., comme si de rien n'était. Mais il lui dit, oui, mais il faut quand même, je suis pour la solution à 2 États. Enfin, où est-ce que vous voulez mettre cet État palestinien? Mon Dieu, mais c'est pas possible. Bon, et voilà, l'Europe s'aligne sur Israël. Ouais, il ne faut pas croire ce que dit Mogherini, ce que dit Macron, ce que dit Merkel. Ils sont totalement soumis. Bon, évidemment, ils ne prennent pas position comme Trump, mais dans les faits, ils font exactement pareil. La Russie, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, bon, quasiment, la Russie et Israël s'entendent très bien pour, disons, maintenir la Syrie dans un état de faiblesse, en excluant l'Iran et en affaiblissant le Hezbollah. La Chine n'en a rien à fiche. C'est fini le temps où ces pays avaient, la Chine, la Russie, qui à l'époque s'appelait l'URSS, l'Inde, qui avaient des convictions idéologiques, s'appelait les non-alignés. C'est fini ce temps-là. L'Inde est un grand allié d'Israël au point de vue militaire, économique, enfin un grand allié, c'est-à-dire ils achètent des armes. Et, il y a eu la visite du Premier ministre indien en Israël, Netanyahou en Inde. Vous croyez qu'il y aurait un chef arabe, enfin le Premier ministre indien irait dans un État arabe? Enfin, je veux dire, c'est quantité négligeable. L'Inde est une grande puissance qui marche main dans la main avec Israël. La Chine marche main dans la main avec Israël. L'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, Israël est revenu, est retourné en Afrique. Le monde arabe, bon, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, l'Arabie Saoudite va carrément tomber dans les bras d'Israël. Donc, sur le plan diplomatique, Israël n'a jamais été aussi fort, aussi puissant. Israël fait ce qu'il veut. Voilà. Aucun État au monde, je vous ai dit la Russie, qui est la deuxième grande puissance mondiale, et la maille à partir parce qu'elle a repris l'Ukraine. Israël, ça fait 50 ans, il fait ce qu'il veut. Qui peut l'arrêter? Qui a envie de l'arrêter? Maintenant, reste à légitimer cet état de fait, cette domination. Et petit à petit, on y arrive. Par exemple, le Giro, le Tour d'Italie, il est parti de Jérusalem. Certes, le Giro a évité Jérusalem-Est, mais il a quand même, il a fait le tour, ils sont restés 3 jours. Et ce qui était important, c'est que le Giro avait dit au départ, on part de Jérusalem-Ouest. Et là, Netanyahou a tapé du poing sur la table et il a dit non, 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 le Giro part de Jérusalem. Et bon, les Italiens ont dit d'accord. Et puis arrive cette affaire de l'Argentine. C'est extraordinaire. C'est un cadeau du ciel. Pourquoi? Et ça, c'est l'arrogance des sionistes. Vous savez, quand on est trop puissant, on croit qu'on peut tout faire. C'est-à-dire,
bon, l'Argentine et Israël avaient conclu un accord pour jouer un match amical qui devait se jouer à Haïfa, au nord, dans une ville au nord d'Israël. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas de problème. Et puis, avec tous les trucs sur Jérusalem, le Giro, l'Eurovision, qui va venir éventuellement l'année prochaine, Jérusalem, l'ambassade américaine, etc., les sionistes se sont dit, enfin, la ministre, Miri Regev, la ministre du sport, qui est une Netanyahou à côté, c'est un rigolo. Elle a dit, mais on va jouer à Jérusalem. Et c'est dans son esprit, c'est gagné. Et bon, c'est un match qui devait être regardé par 187 pays. Messi devait faire un petit tour dans le mur des lamentations. Donc vous imaginez la propagande, c'est fantastique. C'est une opération extraordinaire. Bon. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi ça a foiré. Exactement, quels sont les arguments qui ont joué? Bon. Est-ce que les revendications palestiniennes? Est-ce les maillots de Messi tachés de sang qu'on a brandis devant le stade de Barcelone? Est-ce les menaces? Enfin, il y a des tas d'éléments. Toujours est-il que l'Argentine a décidé, enfin la fédération argentine, parce qu'en fait, Netanyahou a tout de suite pris le téléphone et il a appelé le président d'Argentine. Vous savez, je n'ose pas imaginer le ton que Netanyahou peut utiliser dans ce genre de situation. Il se considère comme le maître. Et le président d'Argentine lui a dit, écoutez, moi je suis désolé, la fédération elle est indépendante. Et c'est vrai, dans un pays normal, la fédération n'a pas à obéir, n'obéit pas au pouvoir politique. Et donc la fédération a dit, bon ben écoutez, vraiment, on ne jouera pas ce match à Jérusalem. Et ça, pour moi, c'est une secousse, c'est une gifle qui a été assénée à Israël. C'est fantastique, c'est un cadeau du ciel. Parce que pour une fois, je crois que c'est presque la première fois qu'il y a un événement qui a eu un écho mondial et qui a secoué le suprémacisme sioniste sur Jérusalem et qui ne restera pas sans conséquence, ne serait-ce que l'Eurovision qui devait se dérouler à Jérusalem. Vous savez que quand l'Israélienne a gagné et qu'on a dit bon ben l'année prochaine ça se fera à Jérusalem, les autorités, l'Eurovision avait publié un communiqué comme quoi bon, on verra, on attend, etc. Et là, il y a eu des coups de fil et probablement, et l'Eurovision a dit non, c'est Jérusalem, etc. Et là, l'Eurovision a dit oula, attention, donnez-nous 2 autres villes parce que Jérusalem, ça risque de poser des problèmes. Les gens reprennent courage et se disent après tout, voilà, si c'est fait une fois, pourquoi pas? Et là, Miri Regev, la ministre, a dit ou Jérusalem ou rien du tout. Bon, espérons rien du tout. On verra. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, je pense que c'est une secousse fabuleuse. Je pense qu'on verra ça au fil du temps. Mais c'est la première fois qu'il y a. Je veux dire, c'est sur le plan du symbole, évidemment. Mais sur le plan du symbole, c'est une gifle au pouvoir sioniste sur Jérusalem. Maintenant, je voudrais élargir la question, c'est-à-dire que ça devrait être une leçon pour les Palestiniens. Et malheureusement, je ne crois pas que l'autorité palestinienne puisse comprendre
la portée de ce geste et avoir le courage d'en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? Encore une fois, l'important, c'est de remettre en cause la légitimité d'Israël. Or, l'autorité palestinienne, en continuant à négocier avec Israël, en faisant semblant de croire à une solution à deux États, elle sape son propre avenir d'État palestinien. Comment leur dire? Ça fait 25 ans qu'ils sont menés en bateau. Ça fait en 25 ans, depuis les accords d'Oslo, le nombre des colons est passé de 150 000 à 700 000. Comment les Palestiniens, quand je dis les Palestiniens, évidemment, la nomenclatura palestinienne, c'est pas seulement l'autorité palestinienne, il y a une nomenclatura palestinienne, il y a peut-être, je sais pas, 3 000, 4 000 personnes, 5 000 personnes qui vivent grassement dans ces deux situations, qui ont des salaires de 5 000 à 20 000 dollars par mois. Prenez par exemple les ambassades de Palestine à l'étranger. Il y en a presque 120. 120. À quoi ils servent? Excusez-moi, c'est du bullshit. Voilà. Je peux voir, vous comprenez, c'est du bullshit, ces ambassades. À quoi ils servent? Elles servent à se donner l'illusion. Voilà. Dans chaque ambassade, il y a entre 5 et 15 personnes qui sont payées, qui ont des salaires de niveau diplomatique. Alors imaginez l'argent qui est dépensé. Tout ça parce qu'il y a des gens qui se prennent au sérieux. Voilà, un jour, j'ai vu l'ambassadeur de Palestine sortir de sa Mercedes, enfin, quelque part à Paris, pour une réunion. Mais il se prenait pour un ambassadeur, alors qu'il n'est rien. Ça veut dire, il n'a aucun pouvoir. Il n'a rien du tout. Il ne représente rien du tout. Il représente un État fantoche. Jusqu'à quand les Palestiniens vont faire semblant de croire qu'ils vont obtenir un État? Mais c'est Israël, ils se frottent les mains, les Israéliens. Au lieu de se dire, quand est-ce qu'ils comprendront et diront, nous abandonnons tout aux Israéliens. La Cisjordanie, prenez tout, prenez Ramallah, prenez Naplouse, et c'est vous qui assurez la sécurité, pas les forces de sécurité palestiniennes. Où est-ce que les forces de sécurité palestiniennes en guillemets, les officiers, où est-ce qu'ils vont se former? Aux États-Unis, par la CIA et donc par le Mossad. Donc on les forme pour obéir aux sionistes et pour opprimer leurs propres opposants, leurs propres frères qui osent lutter contre l'occupation. Et cette nomenclatura palestinienne, elle est abjecte, elle est à vomir. Parce que si elle cédait le terrain, là on verra le vrai visage du sionisme, on verra le vrai visage d'Israël, un État occupant. Voilà. Et là, la légitimité israélienne en prendra un coup terrible, comme en Afrique du Sud. Voilà. Moi, j'espère, enfin, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'autorité palestinienne. C'est un ramassis de... Enfin bon, j'arrête parce que sinon, je vais les escamoter. Voilà, je pense que, enfin, c'était magnifique, ce cadeau. Je pense que ça donnera un coup de fouet à la résistance symbolique, la résistance culturelle, la résistance artistique. Voilà, regardez ce que fait Ken Loach, par exemple, c'est formidable. Je crois que c'est vraiment la voie qu'on devrait suivre pour saper la légitimité sioniste sur cette terre. Voilà. Alors, quelqu'un m'a demandé des conseils de lecture. Écoutez, je ne sais pas, j'imagine sur l'Israël, donc il faut lire Shlomo Sand. Il y a des opposants qui sont très intéressants. Enfin, il y a même Charles Anderlin, il est très bien.
Il a dit de bonnes choses. Il y a Sylvain Sipel, qui a été correspondant du Monde. Il a écrit un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle Les Emmurés. Enfin, je sais pas, si j'ai une idée, je la mettrai sur le mur. Mais aussi l'actualité, ça veut dire, il y a des newsletters, des sites palestiniens, etc., qui donnent des informations au jour le jour. Voilà, donc il faut jamais désespérer. On est là pour se battre et nous nous battrons, mais il faut savoir aussi diriger le combat, savoir dans quel sens mener le combat et dans quel sens il est le plus efficace. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin de Ramadan et bonne fête, Eid al-Fitr. Et puis à la prochaine. Bonsoir.